va débuter cette deuxième journée avec la deuxième bulle de temps, une bulle consacrée au futur, le temps d'avance, imaginer et construire le futur. Accueillons s'il vous plaît Jean-Pierre Gou. Bonjour Jean-Pierre. Ils sont à toi. Ah oui. Vous allez bien? Bien réveillé? Alors on va faire un grand voyage dans l'espace et dans le temps ensemble pendant une demi-heure. Alors on va forger ensemble un nouveau mythe que j'appelle la révolution bleue, pour rendre la transition écologique irrésistible, et peut-être même un nouveau mythe pour vous sortir de la gueule de bois, en tout cas la gueule de bois écologique. Le travail sur ce nouveau mythe, il a commencé il y a 4 ans, pendant le Covid. Comme vous tous, j'étais chez moi, enfermé à la maison, et je me demandais si on allait tous mourir avec ce virus. Et je regardais cette image d'Homo sapiens, de la Terre, et je me disais, c'est pas possible que l'histoire d'Homo sapiens sur cette planète s'arrête ainsi. Et je voulais pas croire non plus que l'histoire entre Homo sapiens et la Terre pourrait s'arrêter avec le réchauffement climatique, avec le manque de ressources, que cette histoire pourrait s'arrêter aussi avec une guerre nucléaire généralisée. Je me disais qu'il devait y avoir une plus belle histoire que l'humanité pouvait raconter avec la Terre, et si possible une histoire d'amour, et c'est vers cette histoire d'amour que j'ai commencé à effectuer des recherches. Alors avant de parler de l'humanité, on va parler des humains. Qu'est-ce que c'est un humain ? Un humain, c'est un ensemble de 30 000 milliards de cellules qui coopèrent pour être vous. Et ces cellules, ensemble, elles répondent à la question « Qui suis-je » Ce matin, vous avez peut-être du mal à répondre à cette question « Qui suis-je » voire même « Où suis-je » En tout cas, c'est ça un humain. Et si vous voulez changer un humain, en fait, il faut vous modifier la réponse à la question « Qui suis-je » Et si par exemple vous dites « Je suis végétarien », c'est une modification de la question « Qui suis-je » Et si on veut accompagner la transition écologique, il faut changer ces histoires qu'on se raconte sur nous-mêmes pour être compatible avec les limites planétaires. Alors si vous devez le faire individuellement avec les 8 milliards d'humains, c'est très compliqué. Et heureusement, l'humanité a inventé des histoires collectives qui peuvent changer toutes les histoires individuelles en même temps. Et ces histoires, elles existent depuis très longtemps, elles s'appellent les mythes. Et un mythe, c'est quoi? C'est une histoire particulière qui répond à des questions existentielles pour l'humanité. La première, c'est d'où venons-nous? La seconde, c'est qui sommes-nous? Et la troisième, c'est où allons-nous? Et en plus d'avoir répondu à cette question, pour que ce mythe soit effectif et change votre psyché, il faut rajouter une petite dose de magie. Donc c'est vers ce nouveau mythe qui pourrait rendre la transition écologique irrésistible. Et moi, je suis écrivain, mais je suis aussi entrepreneur et j'accompagne les entreprises dans la transition écologique. Je vois partout depuis des dizaines d'années des idées extraordinaires dans tous les domaines de la réinvention, mais ces idées ont un plafond de verre, que ce soit la permaculture, le biomimétisme, l'économie régénérative, l'économie circulaire. Tout ça, c'est des bons concepts, mais ils ne passent pas à l'échelle. Donc cherchez un nouveau mythe qui rende toutes ces idées irrésistibles. Pour me guider dans cette recherche, je me suis laissé guider par une phrase d'Antoine de Saint-Exupéry, une phrase qui est tirée de Vol de nuit, dans lequel il dit « Dans la vie, il n'y a pas de solution, il y a des forces en marche, il faut les trouver et les solutions suivent. » Et quand vous regardez l'écologie aujourd'hui, on est beaucoup dans l'écologie des solutions, mais pas dans l'écologie des forces en marche, c'est-à-dire qu'on s'épuise à mettre en branle ces solutions. Donc c'est à la recherche de ces forces en marche que Saint-Exupéry avait décrite il y a presque 100 ans que je suis parti en expédition. En regardant quelles sont les forces en marche qu'on peut activer, je me suis rendu compte que la plus grande des forces en marche qui créent des choses sans même qu'il y ait de planification, la plus grande de ces forces en marche, c'est la force de l'évolution. Et cette force de l'évolution, Bergson l'appelait l'élan vital, il est en action depuis le début de la création de l'univers, depuis la création du Big Bang, où vous aviez un certain nombre de particules qui se sont assemblées au départ pour former des premiers atomes. Donc des atomes d'hydrogène, un tout petit peu de lithium et d'hélium. Et ces atomes, en fait, juste sous le jeu des forces et des lois de la physique, ils se sont organisés en des structures immenses dans l'univers. Et là, vous avez une image de la plus grande structure dans laquelle on se trouve. C'est le super amas de Laniakea. Il a été identifié par une astrophysicienne française qui s'appelle Hélène Courtois. Et le petit point que vous voyez ici, dans une des branches, alors ce n'est pas la Terre, c'est notre galaxie. Ça, vous avez 1 million de galaxies dedans, et l'univers en a 100 milliards de galaxies. Donc c'est une toute petite partie de l'univers dans lequel on vit. Et sur cette petite cellule sur laquelle nous habitons, on est face à cette peur énorme de la transition écologique. Et
tout petit dans cette galaxie, il y a la planète Terre, et il y a le couvent des Jacobins quelque part aussi dans ce super amas de l'Agnacaire. Alors, dans ces galaxies, il y a des étoiles. Ces étoiles, elles transforment les atomes pour faire des atomes de plus en plus complexes en fonction de leur combustion et de leur explosion en supernova. Et ça, à un moment donné, ça crée des planètes. Et ça, en particulier, crée la nôtre il y a 4,5 milliards d'années. Cette planète, au départ, elle était inerte. Il n'y avait pas d'être vivant. Et, dans cette planète, par le jeu des réactions chimiques, ces réactions chimiques se sont trouvées à un moment donné pour former des premiers êtres vivants, donc les premières cellules, et on a encodé dans l'ADN les recettes qui permettaient à ces cellules de se reproduire. Et ces cellules, au départ, qui étaient principalement des bactéries et puis d'autres formes, des virus et d'autres choses, se sont répandues et ont envahi l'univers. Et il y a eu une première crise des limites planétaires, il n'y en a pas eu depuis, c'était il y a 2,3 milliards d'années, quand les bactéries ont tellement envahi la Terre qu'elles ont oxydé l'atmosphère et elles ont failli mourir de cette oxydation. Mais cette oxydation, elle a été l'occasion pour les bactéries de muter, de devenir pour certaines des êtres qui respirent. Et l'invention de la respiration, ça a été le premier grand cycle de la biosphère entre celles qui fabriquent de l'oxygène et les autres qui captent le CO2. Et ça a été le début d'une incroyable odyssée de complexification du vivant. Et il y a eu 3 grands sauts en complexité qui se sont passés, là je prends ma casquette de mathématicien, sur la Terre. Le premier grand saut en complexité qui étonne toujours les biologistes, mais aussi les mathématiciens, c'est comment des êtres unicellulaires se sont associés pour former une entité plus grande, un être multicellulaire qui a une conscience qui n'est pas celle de ses parties. Alors vous me direz, c'est un peu ésotérique, surtout pour ce matin, à comprendre, mais vous tous, vous êtes le groupement de 30 000 milliards de cellules qui n'a aucune idée que vous êtes là en train d'écouter un conférencier qui vous parle de l'avenir de l'humanité. Et pourtant, c'est votre projet. Ils ne savent pas non plus que vous êtes inscrit au CJD, mais ça, c'est vous, et ce n'est pas le projet de vos cellules. Et le passage du monocellulaire au multicellulaire s'est fait grâce à des dangers externes qui ont amené en fait ces cellules à coopérer pour créer quelque chose de plus grand qu'elles. Le deuxième saut en complexité qui s'est produit sur la Terre, c'est plus tard, quand toutes ces cellules, sans le savoir, ont coopéré pour créer un gigantesque être vivant qui est la biosphère, dont je vous parlais, le premier déséquilibre, le premier mécanisme de régulation, c'était ce mécanisme entre les créatures qui respirent et celles qui dégagent du CO2. Et cette biosphère, en fait, elle soutient la vie. Elle permet donc cette respiration. À chaque fois que vous avez inspiré et expiré, c'est un peu comme des cellules qui reçoivent du sang sans savoir d'où elle vient. Mais tout ça, ça vient de Gaïa, ça vient de la biosphère. Mais elle permet aussi une régulation de la température sur la Terre, la distribution de l'eau, la distribution de tous les nutriments. Et aujourd'hui, on est au tout début de la science de comprendre comment l'être vivant Terre fonctionne. Et cet être vivant, il permet aussi de se prémunir contre quelques menaces. Donc, par exemple, l'atmosphère, ça arrête des rayons cosmiques, et notamment la couche d'ozone, qui pourrait faire muter notre ADN, mais ça permet aussi de brûler un certain nombre de météorites petites qui pourraient nuire à la vie sur Terre. Donc, il y a l'idée que la Terre, par une sorte d'auto-émergence, se protège contre des dangers extérieurs. Et en tout cas, il y a cette créature gigantesque qui s'est créée. Et moi, je recherchais quelque chose de l'ordre de savoir s'il n'y avait pas une mutation de l'humanité, un peu comme ces cellules qui pourraient nous aider à résoudre les crises planétaires. Et en regardant ces schémas avec ces petits points et ces choses qui se relient, je me suis dit, on est peut-être à l'heure, sans le savoir, d'un autre saut en complexité, quelque chose d'unique dans l'histoire du vivant, où l'humanité passerait de 8 milliards d'êtres humains séparés à un méta-organisme constitué de 8 milliards d'humains, une humanité collective. Et que les limites planétaires pourraient être l'activation de la création de cette immense créature. Alors vous me dites, au départ, c'est une idée qui est un peu farfelue, donc je suis parti à la rencontre de cette créature qu'on appelle l'humanité. Alors si vous mettez tous les humains sur les épaules les uns des autres, vous arrivez en fait sur un gigantesque humain et une humaine, et je me disais quelles sont les caractéristiques du phénomène humain quand on le regarde dans sa totalité. Alors ces caractéristiques, elles sont assez étonnantes. Déjà, vous pouvez enlever les femmes, puisque sur les structures de gouvernance qu'on a choisies au niveau des États, vous n'avez que 8 femmes sur 152 États, donc les grandes décisions à l'échelle de l'humanité ne se prennent pas avec les femmes. C'est triste, mais voilà. Mais vous allez voir, ça va changer dans la présentation. Tu veux que je les fasse sortir? La deuxième chose, c'est que... Je peux les faire sortir, celles qui sifflent. Ouais, il en reste 8, hein, quoi, tu vois, donc, bon.
La deuxième chose, c'est combien il y a de cellules. Alors j'ai regardé le site World Population hier soir, on est 8 milliards de cellules, 8 milliards 100 millions, et tous les jours, vous avez 235 000 humains qui naissent, puisque vous avez beaucoup plus d'humains, enfin vous avez 350 000 humains qui naissent et 150 000 qui décèdent, donc tous les jours, vous avez plus de 200 000 humains qui se rajoutent, donc toutes les semaines, vous avez plus d'1 million d'humains qui se rajoutent, et donc vous dites, elle est bizarre cette créature, elle fait que croître, et qu'est-ce que c'est une créature qui fait que croître ? C'est une tumeur. Alors moi qui cherchais une belle image pour le futur de l'humanité, au début de mes recherches, je n'étais pas très avancé, pas très satisfait. Donc je me dis, cette tumeur, quelle taille elle a? Donc je fais un petit calcul et je trouve que cette tumeur pèse 287 millions de tonnes. Alors moi, j'ai aucune idée de ce à quoi ressemble 287 millions de tonnes. Donc m'est venue une idée bizarre de me dire, si je mettais tous les humains dans un mixeur et que je faisais une grosse boulette de viande, quelle serait la taille de cette boulette de viande? Pour voir le phénomène, la tumeur. Alors, elle est étonnamment très petite. En fait, cette boulette de viande, elle ne fait que 1 km de diamètre. Elle tiendrait dans Central Park. Donc là, vous avez le responsable du problème sur les limites planétaires. Il est là. Et vous comprenez tous les climato-sceptiques parce que vous vous dites que ce n'est pas possible que cette petite boulette de viande crée d'aussi grands dommages. Alors le problème, c'est que par rapport aux autres animaux, on a une manie qu'on a commencé il y a 3 millions d'années, c'est de fabriquer des objets, et de fabriquer des objets qui sont non biodégradables. Et donc la revue Nature, il y a 2 ans, qui a fait un calcul, et qui se sont aperçus que si on cumulait tous les artefacts humains non biodégradables qu'on a créés depuis le début, surtout de l'ère industrielle, vous arrivez à côté de cette petite boule, à une immense boule faite de métal, faite de plastique, faite de béton. Et cette boule, si vous la mettez dans une balance, elle a exactement le même poids que la biosphère. C'est-à-dire qu'on est arrivé, avec le cumul de tout ce qu'on a créé, par nos activités, à quelque chose qui a le même poids que la biosphère. Et là, vous vous dites, OK, en fait, le phénomène humain, ce n'est pas juste sa taille, c'est tous les objets qu'on crée, c'est toutes nos relations économiques. Et pour vivre, et là je ne vous parle même pas de l'énergie, on arrive à quelque chose qui est en train de boucher les artères de la biosphère. On est comme si on accouchait d'un enfant qui avait du même poids que nous. Donc c'est quelque chose d'assez sidérant. Et donc, au-delà d'une tumeur, vous pouvez même vous dire que l'humanité est une erreur de l'évolution. Donc j'en étais là dans cette chose-là. Et quand j'interroge des gens autour de moi, il y a beaucoup d'écologistes qui pensent ça, c'est-à-dire que l'humanité est une erreur de la biosphère et que la biosphère se porterait bien mieux sans les humains et que ça ne serait pas si grave si l'humanité disparaissait. Alors moi, je suis un grand humaniste et ça ne me suffit pas, cette question. Et en tout cas, si c'est ce narratif qu'on a au fond de nous, on ne pourra pas surmonter la crise des limites planétaires. C'est un peu comme si vous étiez une équipe qui allait participer en fait à une Coupe du Monde et que cette équipe, elle se disait, on ne veut pas de moi, j'aurais mieux fait de faire du water polo que de faire du football. Avec ça, cet état d'esprit, vous ne pouvez pas gagner la Coupe du Monde de football. Donc, je me dis, comment on peut changer l'histoire que l'humanité se raconte sur elle-même de façon à rendre la transition écologique plus irrésistible. Donc, je me dis, cet Homo sapiens, ce grand Homo sapiens, il est fait de tout un tas de petites cellules. Et moi, j'en connais plein, il y en a beaucoup dans cette salle qui œuvrent déjà pour ce monde d'après. Donc, il y a des petites cellules bleues, des petites cellules mutantes qui vivent déjà dans ce monde d'après et qui le préparent. Donc ça veut dire qu'à l'échelle de cet grand humain, il y a une part de lui qui réfléchit déjà à sa métamorphose. Donc je me disais, vers quelle métamorphose ce grand humain pourrait aller pour inspirer les gens? Quel est le rêve de l'humanité? Et je pensais à cette photo des murmurations où vous voyez des grands vols des tourneaux. Et ces vols des tourneaux, ils n'ont pas de chef et parfois ils prennent des formes. Et là, c'est un photographe qui a saisi ce vol des tourneaux, prennent la forme d'un grand aigle, comme si ces tourneaux voulaient devenir un rapace ou en tout cas un phénix légendaire. Et je me disais, quelle pourrait être la forme aboutie qui pourrait mettre tout le monde d'accord? Et en fait, moi, j'ai toujours été un amoureux du Petit Prince et j'ai trouvé la clé de ça sur la couverture du Petit Prince et c'est une clé qui est cachée depuis 80 ans. Et quand vous regardez la couverture du Petit Prince qui est ici, qu'est-ce que c'est le Petit Prince? C'est une gigantesque créature sur une toute petite planète. Et moi, depuis que je suis tout petit, je ne comprends pas pourquoi il est aussi grand, parce que vous n'avez pas de géant humain aussi grand que ça. Et je me dis, s'il faut, le Petit Prince n'est pas un humain, mais un collectif, et qui est un collectif qui a réussi à faire sa transition avec la planète.
dans laquelle il vit, l'astéroïde B612. Alors vous me dites, c'est un peu bizarre comme interprétation du Petit Prince. Pourtant, il nous donne des clés sur sa planète, sur l'entretenir, en prendre soin des volcans, etc. Faire attention aux baobabs, et c'est des choses que nous, on devrait collectivement faire si on veut continuer à vivre sur notre petite planète. Et puis là, les pieds sur Terre et la tête dans les étoiles, et cette grande humanité, c'est sa condition, elle est toute seule au milieu de l'univers. En tout cas, on a une condition qui est celle du Petit Prince. Et quand vous le relisez le livre avec cette clé, vous vous rendez compte que, avant d'arriver sur Terre, il visite 6 planètes, la planète du roi, la planète du vaniteux, la planète du buveur, tiens, celle-là, vous la connaissez. J'arrête maintenant. La planète du businessman, la planète de l'allumeur du réverbère et la planète du géographe. Et en fait, je ne comprenais pas pourquoi, au départ, il avait pris ces archétypes. En fait, vous voyez bien que sur chacune de ces planètes, il y a toujours un seul humain, donc un seul collectif, et c'est toujours un collectif malade. Et les maladies de ces 6 collectifs, c'est des maladies de l'humanité. On est un peu comme le buveur, on est addict à beaucoup de choses. On est un peu comme l'allumeur de réverbère, on ne s'est pas fixé de but dans la vie, on fait tous les jours la même chose sans se dire à quoi on sert. On est comme le géographe, c'est-à-dire qu'on regarde le monde à travers nos livres et maintenant à travers nos écrans. On est comme le businessman, on compte, et à force de compter, on est prêt même à tuer la vie sur laquelle on est basé. Alors, je me dis, en fait, Le Petit Prince, qui est le livre le plus traduit au monde, après la Bible, 600 et quelques traductions, qui est le plus diffusé au monde après la Bible, il y a plusieurs centaines de millions d'exemplaires qui fabriquent, il est laïque, il est suffisamment international pour pouvoir unir les humains autour de ce nouveau mythe, et je lui donne un nom, cette créature, comme l'évolution d'Homo sapiens, je l'appelle Homo biosphéris. Mais cet Homo biosphéris, il y a toujours ce problème de la tumeur, c'est qu'il ne fait que grandir. Et c'est là où, dans mes recherches, je découvre un article d'une revue de biologie cellulaire où, pour la première fois, ils ont réussi, chez un être vivant, chez un coléoptère, à voir un nouvel organe apparaître. On n'a jamais vu les humains, un corps humain, dans la transition où on n'avait pas de pancréas et au moment où on s'est doté d'un pancréas. Et tous ces organes n'ont pas pu être créés en même temps. Et là, c'est la première fois où on voit ça chez un être vivant. Et c'est quoi un organe qui se crée? C'est des cellules qui se multiplient, qui ressemblent à un cancer, mais qui atterrissent vers une forme qui revient rejoindre la cohorte des autres organes pour donner une nouvelle fonction, une plus grande résilience au corps dans lequel elles sont. Et elles participent à l'évolution. Et je me dis, finalement, l'humanité, ce n'est pas une tumeur, c'est un organe en devenir. Et si vous formulez ça, ça change tout. Parce que vous devenez quoi? Une petite cellule qui appartient à un organe qui est l'humanité, qui appartient à un grand corps qui est la biosphère. Et ça change complètement votre rapport au monde. On n'est pas sur le monde ou à l'extérieur du monde, on est dans le monde, et c'est quelque chose que Bruno Latour avait beaucoup recherché, mais il ne l'avait pas exprimé de cette façon. Or, un organe, c'est quoi? C'est un ensemble de cellules qui délivrent une fonction. Donc ça m'a amené à me poser la question de à quoi sert l'humanité vis-à-vis de la biosphère. Alors je la pose à beaucoup de gens me répondent à rien. Alors, moi, comme je suis un grand humaniste et un grand écologiste, je me dis, c'est pas possible, on a un rôle, en tout cas, on pourrait avoir des rôles si on les décidait. Le premier d'entre eux, on pourrait passer d'exploitant de la Terre à gardien de la Terre ou jardinier de la Terre, comme nous l'enseigne le Petit Prince, et prendre soin de la Terre. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prennent soin de la Terre. On pourrait aussi prendre soin des parties de la Terre. Il y a beaucoup d'humains qui souffrent, mais il y a aussi plein de créatures qui souffrent dans le vivant. Et les humains, on pourrait être les infirmiers, les soigneurs, ceux qui prennent soin de toutes les parties du vivant. On pourrait aussi contempler, on a le miracle de la conscience, et je pense que l'univers se regarde ou s'admire à travers nos yeux, et ça c'est quelque chose, c'est Christian Bobin qui disait que c'était la plus grande force pour vaincre le culte de la performance et du toujours plus, c'est de contempler le monde. On pourrait faire de la musique, on pourrait aimer, on est des maîtres dans l'art d'aimer, mais on est aussi des maîtres dans l'art de haïr, malheureusement. On a une capacité à tout explorer, et dans l'univers, il y a quelque chose qui cherche toujours à se connaître lui-même, et on est allé jusqu'au sommet de l'Everest et au fin fond de la sommet des Mariannes. On pourrait aussi répondre à des grandes questions qui sont au-delà de nos sens. Quelle est la nature de la réalité? Et peut-être par les psychédéliques ou les techniques de la conscience, comprendre la véritable nature de la réalité. Par notre incroyable cognition et la mise en réseau, par la sociabilisation, mais aussi peut-être avec l'informatique,
mettre ses capacités cognitives pour résoudre des grands problèmes. Les premiers, c'est résoudre la transition écologique, mais aussi comprendre l'univers. Et par exemple, à chaque fois que vous dotez la Terre d'un opératoire de radioastronomie ou du James Webb Telescope, par exemple, au lieu du Hubble Telescope, c'est comme si vous donniez à la Terre, à Gaïa, des lunettes plus précises et qui permet de répondre à la question « Est-ce que je suis seul dans l'univers ?» Alors moi, c'est peut-être anthropomorphiser cette question-là, mais la Terre doit se demander « Qu'est-ce que c'est tous ces petits points ?» Donc ça, on a répondu, ce sont des étoiles. On sait qu'il y a des planètes, et peut-être qu'il y a d'autres planètes qui sont dans le même stade d'évolution, et que peut-être le stade d'évolution supérieur, ça serait que toutes ces planètes ensemble fassent un grand corps qu'est l'univers. Mais là, on a des questions. On doit d'abord gérer notre transition écologique pour ne pas quitter cette gigantesque aventure. On est aussi capable de faire des choses, c'est-à-dire d'explorer le système solaire pour aller voir s'il n'y avait pas de la vie là-bas. Et puis, il y a une chose qui paraissait démiurgique, mais pour moi, quand on le remet dans le sens de l'évolution, qui est absolument incroyable, c'est que l'année dernière, il y a une mission de la NASA qui s'appelle DART, qui pour la première fois a détourné un astéroïde. Et si dans quelques années, on détectait un astéroïde gigantesque qui pourrait venir, un bolide, on appelle ça, détruire toutes les formes de vie, comme ça avait été le cas il y a 65 millions d'années, où les dinosaures et d'innombrables espèces ont disparu, eh ben, toutes les espèces seraient redevables à l'espèce humaine. Et quand je disais qu'on est gardien de la Terre, on pourrait être aussi gardien de la Terre vis-à-vis de ces phénomènes. Et je pense qu'il faudrait qu'on organise un grand débat planétaire pour savoir quelles sont les fonctions de l'humanité. Et aujourd'hui, on n'a pas répondu à cette question. Et l'humanisme, si on n'a pas précisé le projet humain et si on ne l'a pas formulé au service du vivant, forcément, il détruira la biosphère. Et ce grand projet, il serait de nature, en fait, à d'abord changer la question « qui suis-je » Parce qu'aujourd'hui, qui suis-je ? Je suis juste moi. Mais là, vous êtes dans ce grand collectif humain, dans ce grand collectif du vivant. Et ça répond différemment à cette question quand vous vous réveillez le matin. L'autre chose, c'est que dans ce monde où l'humanité deviendrait multicellulaire, l'autre, c'est vous, avec une autre vie. Et ça, l'autre devient une source d'enrichissement. C'était Saint-Exupéry qui dit « Si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis ». Et cette question-là, elle est vraiment fondamentale dans l'œuvre de Saint-Exupéry, et elle pourrait complètement changer nos vies, c'est-à-dire qu'on pourrait s'enrichir. Et l'idée, c'est pas de faire l'unité dans l'uniformité, mais l'unité dans la diversité pour qu'on puisse tous croître ensemble et former une humanité qui constamment évolue vers toujours plus de grandeur. Qu'est-ce que c'est la transition écologique dans ce chemin entre Homo sapiens et Homo biosphérique ? En fait, c'est la reconfiguration du métabolisme, puisque le métabolisme, c'est l'ensemble des réactions chimiques qui permettent à une créature de vivre, et donc l'économie, c'est l'ensemble des réactions chimiques qui permettent à l'humanité de vivre. Et en fait, la transition, c'est de mettre le métabolisme au service du vivant, et ça d'ailleurs, c'est votre nouvelle mission au CJD, de mettre l'économie et les dirigeants au service du vivant, et vous voyez bien qu'avec cette vision-là, ça donne une logique fondamentale à ça. Et si vous rajoutez cette croyance, et que si elle était partagée par 8 milliards d'humains, qu'on appartient à cet homo biosphériste, qui est légitime, qui est voulu par la planète, et qui serait au service du vivant, et au service des causes qu'on a identifiées, automatiquement, toutes les choses que vous aviez et qui étaient considérées comme hérétiques, l'économie circulaire, la permaculture, l'agroforesterie, le biomimétisme, deviendraient complètement logiques. Et l'ancien système, c'est lui qui devrait justifier d'encore exister, il ne pourrait plus exister. Donc, Homo biosphériste a la capacité de rendre cette transition irrésistible. Quand j'en étais là dans mon travail, je me disais, ça peut inspirer les gens, mais est-ce que je n'ai pas complètement dévoyé le message du Petit Prince ? Est-ce que c'est le message du Petit Prince ? Donc, je suis parti à la recherche de lettres de Saint-Exupéry, dans lequel il pourrait y avoir des clés sur l'interprétation du Petit Prince. Et je suis tombé sur une lettre qu'il a écrite un mois avant sa mort, donc en mai 1944. Et à cette époque-là, il s'était engagé avec les Alliés, c'était le plus vieux pilote des Alliés, et il trouve un pilote américain de 20 ans qui est en train de pleurer. Il va le voir, et ce pilote américain, Syntex lui demande « Pourquoi est-ce que tu pleures ?» Et le pilote, il lui dit je pleure parce que moi j'ai décidé de potentiellement mourir pour vos valeurs et pour votre liberté, mais je me demande si on gagne un jour cette Deuxième Guerre mondiale, est-ce que vous, Européens, vous viendrez nous aider sur le front pacifique ? Et là, Saint-Exupéry, il a cette phrase admirable qu'il écrit dans cette lettre en américain. Je vais descendre pour pouvoir lire, désolé. Il dit « Voyez-vous, amis d'Amérique, il me semble que quelque chose de neuf est en formation sur notre planète. Les progrès matériels des temps modernes ont certes relié les hommes par une sorte de véritable système nerveux. Les liaisons sont innombrables, les communications sont instantanées, nous sommes matériellement unis comme les cellules d'un même corps, mais ce corps n'a point encore d'âme.
Cet organe n'a pas pris encore conscience de soi. La main ne se sait pas solidaire de l'œil. Et cependant, c'est cette conscience d'une unité future qui tourmentait confusément ce jeune pilote de 20 ans et qui se préparait à travers lui. Vos jeunes gens meurent dans une guerre qui, pour la première fois dans l'histoire du monde, est pour eux, malgré toutes ces horreurs, une confuse expérience d'amour. Et donc ce que vous voyez dans cette lettre qu'il a écrite, et qui est probablement une des dernières lettres qu'il a écrites, Saint-Ex avait exactement la conscience de cette unité future. Ça ne dit pas que c'est la preuve que c'était le message du Petit Prince, en fait, mais ça sous-tend le fait que ça faisait partie de sa philosophie, et il y a de nombreuses autres lettres de Saint-Ex qui étayent ça. Donc je me dis, c'est une sorte de signal pour entériner cette vision, et le dernier mot de cette lettre, c'est le mot amour. Et l'énergie de cohésion qui, depuis le début de l'univers, assemble des quarks en atomes, d'atomes en molécules, de molécules en êtres vivants, d'êtres vivants en multicellulaires, d'êtres multicellulaires en biosphère, cette énergie qui crée, cette énergie qui élève et qui unit, en fait, cette énergie, c'est l'amour. Et la chose qui pourrait rendre la transition irrésistible, c'est le fait d'ouvrir nos cœurs et de laisser circuler cette énergie d'amour. Et donc l'amour... La clé pour la transition écologique, c'est de s'aimer soi, c'est d'aimer les autres, c'est d'aimer la planète et d'utiliser cette énergie abondante. Teilhard de Chardin disait que le jour où on découvrirait l'énergie de l'amour, on découvrirait le feu pour la seconde fois. En voyant ça, je me dis, ça fait un très bon thème pour écrire un roman. Je vais raconter comment on passe du monde actuel, qui n'a rien à voir avec ce que je vous raconte là, avec des crises géopolitiques, avec des gens qui se détestent, avec des réseaux sociaux qui nous divisent, et comment on pourrait passer à Homo Biosphéris en 3 ans. Donc, il y a 2 ans, je me lance dans l'écriture d'un roman que j'appelle La Révolution Bleue. Et la Révolution Bleue, c'est le mouvement écologique mondial qui prend conscience de lui-même, qui fédère toutes les forces ensemble, de tous les gens qui agissent déjà, qui soient des bâtisseurs, qui soient des résistants, qui soient des soigneurs, et qui se reconnaissaient tous ensemble, qui font une grande union sacrée pour être les premières cellules mutantes de cet Homo Biosphéris en construction. Et Révolution Bleue, ça veut dire le rêve d'évolution. Et j'ai discuté avec beaucoup de biologistes de l'évolution qui disent qu'une créature qui ne rêve plus est une créature qui n'évolue plus et qui disparaît. Et donc, aujourd'hui, on est dans l'imaginarium, et donc c'est cette révolution des imaginaires aussi qui est en œuvre dans cette Révolution Bleue. Donc j'écris ce roman, et me vient l'idée, je pense au film Léon, dans lequel vous avez Jean Reno, qui est au départ un tireur d'élite très macho, qui rencontre cette petite fille Nathalie Portman, et au fil du temps, elle va ouvrir son cœur, et jusqu'à un point qui va se sacrifier pour elle. Et donc je me dis, il faudrait une petite fille comme héroïne, et qui a un grand cœur, et que ce grand cœur permette d'unir et de transformer cette créature qui est aujourd'hui très vorace et toxique en une créature qui ressemble beaucoup plus au Petit Prince. Et dans un rêve, je vois cette couverture et j'appelle le roman La Petite Princesse, puisque l'humanité doit se petit princiser. Donc j'écris ce roman, et en finissant le roman il y a 1 an et demi, paraît pour la première fois la correspondance entre Antoine de Saint-Exupéry et sa femme. Et moi, j'avais déjà lu certaines des lettres, mais il n'y avait pas l'ensemble des lettres, parce qu'il y avait des questions de droit entre les familles. Ce n'étaient pas les lettres les plus intéressantes de Saint-Ex, parce que c'est un couple qui se chamaillait beaucoup, et un couple très libre. Et donc, au départ, je ne voulais pas acheter ce livre. Et dans ma tête, il y avait une voix qui disait « il faut absolument que tu achètes ce livre ». Donc, je suis allé acheter ce livre, et quand je l'ai ouvert au hasard, je suis tombé sur des lettres qui étaient inédites, où pour la première fois, Saint-Ex demandait à sa femme comment se passe le lancement du Petit Prince, puisque le Petit Prince a été lancé aux États-Unis, or que lui, il était à la guerre. Donc, elle lui donne des nouvelles, et elle regrette en fait que Saint-Ex ait dédié le Petit Prince à son ami Léon Woerth, parce qu'elle pensait qu'il allait lui dédier à elle, parce qu'elle pensait qu'elle était la rose, mais il avait plusieurs autres roses, quoi. Et donc, dans un retour de lettre, Saint-Ex lui dit « Écoute, je suis désolé d'avoir dédié à Léon Woerth, mais il est dans les camps de concentration, et c'est à lui que je pensais quand j'ai écrit ce livre, mais j'écrirai une suite du Petit Prince et je te la dédierai. » Et dans une lettre inédite, Consuelo, sa femme, lui dit « Ok, tu écriras une suite du Petit Prince et tu l'appelleras la Petite Princesse. » Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, heureusement que je n'avais pas cette information avant d'écrire le roman, parce que jamais j'aurais eu le courage de prolonger cette œuvre de Saint-Exupéry ainsi.
Puis au bout de 2 jours de réflexion, je me dis, mais c'est quand même incroyable cette histoire. Donc je vais changer le scénario du bouquin pour que la petite fille recherche ce manuscrit que Syntex a peut-être écrit, ou peut-être auquel il a réfléchi, et dans lequel il y aurait la clé d'activation d'Homo Biosphéris. Donc je change l'histoire de mon roman, et je mets dedans toutes les recherches que j'avais sur le Petit Prince, et sur le mystère de la disparition d'Antoine de Saint-Exupéry. Et à force de mettre des infos sur Saint-Exupéry, je me dis, je vais avoir des problèmes avec la famille, il faut que je les contacte, parce que le Petit Prince, c'est presque comme une marque aujourd'hui. Et je me dis, bon, déjà, je vais trouver un éditeur, parce que c'est un roman qui parle de tellement de choses qu'il faut que je trouve un éditeur, et j'irai les voir avec le projet. Donc j'envoie à plusieurs éditeurs, dont Gallimard, qui avait édité La Correspondance, et Le Petit Prince. Et 2 semaines après, je reçois un mail d'Olivier Daguet, qui est l'héritier de Saint-Exupéry, son petit-neveu, parce qu'il n'avait pas d'enfant, donc sa grand-mère, c'était sa sœur, qui est à la tête de la succession Saint-Exupéry, et tout le monde m'avait parlé de lui, c'est lui qui fait tous les projets du Petit Prince. Et là, je me dis, ça y est, je suis rattrapé par la patrouille, Gallimard a dû en parler, et j'ouvre pas le mail, j'attends 2 jours pour regarder le mail, et puis à un moment, je l'ouvre, je me dis, bon, il faut quand même que je sache ce qu'il me dit. Puis là, ce n'était pas du tout ça. Il me dit, voilà, j'ai lu vos premiers romans au siècle bleu, j'ai adoré, et je ne sais pas pourquoi, il faut qu'on se rencontre. J'ai vu que vous aviez de la famille dans le sud, moi je suis dans le Var cet été. Si vous avez du temps, venez me voir avec ma femme. Donc je prends le train de Paris, je me rends là-bas, et quand j'arrive sur place, on passe 2 heures incroyables à boire du rosé, à discuter du Petit Prince, à parler de Saint-Exupéry. Il voit que je suis à fond, il y avait beaucoup de choses déjà dans Siècle bleu sur le Petit Prince. Et puis, à la fin, il me dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour aider Siècle bleu à être plus connu? Et moi, j'avais strictement rien dit sur la petite princesse. Et là, je me dis, bon, le tout pour le tout, je sors le manuscrit. Et quand il voit le titre de Révolution bleue, la petite princesse, il me dit, est-ce que vous êtes au courant pour la lettre? Syntex, il en a écrit des milliers des lettres. Donc on se regarde dans les yeux, je dis, ben oui, je suis au courant pour la lettre, c'est même la première phrase du livre. Là, il lit la première phrase du livre où je raconte cette anecdote de la promesse d'écrire la suite du Petit Prince. Et il me regarde, il dit, je viens de comprendre maintenant pourquoi il fallait qu'on se rencontre. Mais par contre, j'ai aucune idée de qui a organisé cette rencontre. Et pendant 5 minutes, on s'est demandé si c'était pas Syntex, depuis l'au-delà, qui avait organisé cette rencontre. Donc, il me dit à ce moment-là, est-ce que, si vous voulez, on peut être partenaire du lancement de ce livre? Je dis, je veux bien, mais j'ai pris des libertés sur l'interprétation du Petit Prince. Et là, je lui parle de mon collectif cellulaire, de l'humanité multicellulaire. Il me regarde, il me dit, j'en ai entendu des interprétations du Petit Prince, mais celle-là, j'en ai jamais entendu. Donc, et là, il me dit, mais c'est très intéressant parce que ça fait des décennies qu'on cherche un grand projet humaniste et écologique pour mettre le Petit Prince au service de ce projet. Si vous voulez, on peut mettre le Petit Prince au service de la Révolution bleue. Alors là, c'était mon plus grand rêve qui se réalisait. Et je lui dis, bon, d'abord, il faut que vous lisiez le livre parce que peut-être ça ne va pas vous plaire. 3 jours après, il lit le livre. Puis là, il revient vers moi, il me dit, quand est-ce qu'on le publie? Il est génial, ton livre. Je dis, mais en fait, vous avez ouvert quelque chose qui était pour moi la légalité de pouvoir l'écrire, ce livre, et surtout la légitimité de pouvoir l'écrire. Et je pense que je peux faire beaucoup mieux, parce que j'avais tout le long de me dire, qui suis-je en fait pour pouvoir écrire ce livre? Et donc, je l'ai réécrit 1 fois, je l'ai même écrit 2 fois pour qu'il puisse être lu indépendant de mes bouquins. Et donc, ça a mis 1 an de plus pour sortir. Le bouquin, il est sorti il y a 2 mois. Et voilà, c'était l'histoire que je voulais raconter. C'est ainsi qu'est née La Petite Princesse, premier tome de la Révolution bleue, et qui a été préfacé par l'héritier de Saint-Exupéry. Merci. Merci.